Ouais. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord de votre présence et merci de suivre effectivement cette formation sur l'INS. Bruno Gauthier va vous présenter les éléments qui concourent à, évidemment, la mise en place de l'INS dans vos laboratoires. À toi, Bruno. Eh bien, merci. Donc, bonjour à tous. Je vais essayer de vous faire une... Alors, si je fais couper votre micro, il faut... Ça va être compliqué, sinon. Le micro et est-ce que tu peux couper le téléphone portable à côté. Hein? Ah bon? Le Robert, là, il a tout. C'est bon, là, vous m'entendez tous bien? Ils ont coupé leur micro. Vous avez coupé mon micro, donc, je considère que tout le monde m'entend bien. Sinon, vous envoyez un message sur le chat. Ça fait du Larsen quand ils ouvrent leur portable. Ouais. Donc, je vais essayer de vous faire une formation un petit peu pragmatique sur la mise en place de l'INS dans les laboratoires. Parce que c'est vrai que j'étais déjà intervenu à la dernière AG où je vous avais fait une première présentation qui était très théorique. Et on va rentrer un petit peu plus dans la pratique. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que l'INS? C'est l'identité nationale de santé. Cette identité nationale de santé, elle est composée d'un identifiant et de traits d'identité qui sont utilisés pour référencer les données de santé et les données administratives de toute personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d'un acte diagnostique thérapeutique de prévention, de soulagement, etc. Donc, on est vraiment sur un identifiant unique destiné à référencer tout ce qui est données de santé qui sont échangées avec l'ensemble de l'équipe de soins ou hors équipe de soins. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que l'INS va contribuer à la qualité de la prise en charge et à la sécurité des soins par la mise en œuvre de toutes les pratiques d'identito-vigilance pour lesquelles on était déjà pas mal, on était assez sensibilisés aux lumino-hémato. Et là, en fait, on va généraliser tout ce qu'on avait mis en place pour l'immunohémato sur l'ensemble des dossiers réalisés en biologie médicale. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je vais vous donner juste quelques définitions. L'identito-vigilance, c'est le système de surveillance et de gestion des risques liés à l'identification des patients. La collision, c'est le regroupement de personnes physiques différentes à un seul dossier. Bien sûr, toutes nos procédures d'identito-vigilance ont pour objectif d'éviter cette collision. Le doublon, c'est les patients ayant dans notre système de gestion de laboratoire plusieurs fiches patients. La fusion, c'est le regroupement des doublons en une seule fiche patient. Et l'identifiant national de santé ou matriculé ENS, c'est le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques. Je précise bien parce qu'en fait, l'acronyme est identique entre identité nationale de santé et identifiant national de santé. Et on a tendance à cantonner l'INS au seul identifiant, alors que les traits d'identité sont extrêmement importants également. Alors, quelques notions de base au niveau de l'INS. C'est normalement, depuis le 1er janvier 2022, vous deviez référencer l'ensemble des données de santé avec l'INS. Encore fallait-il que vous ayez des logiciels qui soient Ségur compatibles. Donc, comme d'habitude en France, en fait, on a la réglementation à anticiper la mise en œuvre effective des logiciels. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Cette identité nationale de santé, elle regroupe des traits d'identité obligatoires. Alors, je ne l'ai pas mis, mais bien sûr, il y a l'identifiant national de santé qui fait partie des traits d'identité obligatoires. Après, on a le nom de famille, également nommé nom de naissance. C'est important de garder cette dénomination nom de famille parce qu'on a
pour les gens qui sont adoptés ou les gens qui changent de nom, ce n'est pas le nom de naissance qui est dans la base INSEE, c'est le nom de famille. Un des prénoms, le sexe et la date de naissance. Les traits d'identité facultatifs, c'est le lieu de naissance. Et attention, ce n'est pas le code postal du lieu de naissance, c'est le code INSEE. Et la liste des prénoms. Donc, pour pouvoir référencer les données de santé correctement, il nous faut un identifiant, les traits d'identité de l'état civil qualifié, et à partir de là, on peut référencer l'ensemble des données de santé. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identifiant national de santé? C'est le NIR, donc, qui est le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques. Donc, ce NIR, il est unique. Donc, à partir du moment où le NIR est unique, l'INS est unique. Éventuellement, dans l'attente d'une inscription définitive à ce répertoire, on peut avoir ce qu'on appelle un NIA, qui est un numéro d'identifiant provisoire. Alors, comment il est composé, hein? Alors, le NIR, pardon, vous le connaissez tous, c'est le numéro d'assuré social pour les personnes qui sont assujetties au régime général. Donc, on a un premier numéro qui correspond au sexe, un deuxième numéro qui correspond à l'année de naissance, deux numéros qui correspondent à l'année de naissance, deux numéros qui correspondent au mois de naissance, deux numéros qui correspondent au département, et sinon on a 99 si on est à l'étranger. Après, on a trois numéros qui correspondent aux communes, donc c'est le code INSEE de la commune, ou le code pays pour les étrangers, un numéro d'ordre et une clé qui permet de s'assurer que le NIR est cohérent. Dans le cas des jumeaux, c'est le numéro d'ordre qui va permettre de distinguer les individus. Et dans le cas où deux personnes disposent des 5 premiers caractères, donc personnes ayant le même sexe, le même mois, à 100 années d'intervalle, le lieu de naissance est remplacé par pour éviter tout risque de collision. Donc voilà la structuration un petit peu de ce NIR. Et l'INS est constitué du NIR plus un OID. L'OID, c'est un numéro permettant d'identifier la structure à l'origine de l'attribution du NIR ou du NIR. C'est un numéro unique. Pour les utilisateurs, c'est totalement transparent. Cet OID, on ne le voit jamais. Jeudi dernier, je suis retourné à l'hôpital pour infernal. L'identité nationale de santé, elle peut avoir plusieurs statuts. Merci de couper mon micro. Putain, c'est pas possible, hein. Intenable. Merci. Oh, bordel. Donc, on a quatre statuts pour l'identité nationale de santé. Soit, quand l'identité n'a pas été contrôlée sur un document d'identité, on a deux statuts, l'identité provisoire ou l'identité récupérée lorsqu'on a l'identifiant national de santé. Et quand l'identité a été contrôlée, on a deux types de statuts, une identité validée et une identité qualifiée. Ce qui est important, si votre système n'est pas capable de gérer l'identité récupérée à partir de téléservices INSI, eh bien en fait, cette identité sera amenée à remplacer tous les traits locaux au niveau de votre système de gestion de laboratoire. Autre élément important, l'identité nationale de santé ne peut être transmise que lorsqu'elle est qualifiée. Donc, vous allez la qualifier, la transmettre à un autre établissement ou en tout cas à un autre professionnel de santé. À partir du moment où elle est transmise à un autre professionnel de santé, elle a le statut identité récupérée.
et l'autre entité juridique va devoir la qualifier dans son système d'information et va devoir faire appel au téléservice INSI. Autre élément important, il est totalement interdit de modifier les traits d'identité récupérés auprès de la base initiale. C'est possible de le modifier? Ça dépend des systèmes. Alors, d'où vient cette identité nationale de santé, hein? C'est l'action 6 du programme Ma Santé 2022. Et donc, cette identité nationale de santé fait partie des services socles de l'État, au même titre que l'annuaire OPS et l'annuaire FIDES+, donc qui va permettre d'identifier de manière unique l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le parcours de soins, c'est-à-dire les professionnels de santé, mais également les patients. Alors, il y a un certain nombre de référentiels que vous devez connaître qui sont opposables depuis le 27 mai 2021. Donc, c'est le référentiel national d'identité-vigilance et le référentiel d'identité nationale de santé, version 2.0. Dans le référentiel national d'identité-vigilance, vous avez 4 volets. Le volet 0 qui correspond aux points essentiels que tous les acteurs de santé doivent connaître. Le volet 1 qui regroupe tous les principes d'identification des usagers communs à tous les acteurs de santé. Le volet 2 qui correspond à la mise en œuvre de l'identité-vigilance dans les établissements de santé. Le volet 3 qui correspond à la mise en œuvre de l'identité-vigilance par les structures non hospitalières, c'est-à-dire les laboratoires, en tout cas, c'est ce volet qui nous concerne. Et vous avez un volet 4 qui concerne la mise en œuvre de l'identité-vigilance par les acteurs libéraux. Pourquoi nous sommes dans le volet 3 ? Nous avons des structures qui ont des numéros FINES et des salariés. Et donc, on nous considère comme une structure non hospitalière. Alors, qu'est-ce qu'impose les procédures d'identité-vigilance pour qualifier une identité nationale de santé? Vous imposent la vérification des pièces d'identité. Alors, j'insiste sur la sémantique, hein. C'est bien une vérification et ce n'est pas un contrôle de l'identité. Et donc, vous allez devoir implémenter dans vos procédures d'accueil le cas où la personne refuse de nous présenter la pièce d'identité. Vous avez d'ailleurs un corpus documentaire où on vous explique la conduite à tenir en cas de refus de présentation de pièces d'identité. Les pièces d'identité qui sont valides, ce qu'on appelle les pièces d'identité à haute force probante, il n'y en a pas 36. Il y a la pièce d'identité, le passeport et pour les patients étrangers, le titre de séjour. Et enfin, pour les mineurs, c'est le livret. Alors, vous allez devoir collecter la pièce d'identité du parent et récupérer soit le livret de famille, vérifier sur le livret de famille ou sur les actes de naissance. La gestion des mineurs va être assez compliquée à mettre en œuvre. Et là aussi, je vous invite à bien réfléchir sur comment vous allez pouvoir mettre en place cette vérification. Un élément important, les pièces d'identité périmées sont valides. Hein? Vous n'avez pas à vérifier la date de validité des papiers. Pour les patients étrangers hors Union européenne, on va s'appuyer soit sur le passeport, soit sur le titre de séjour. Alors, je vous ai mis, je ne sais pas si vous, je suppose que tout le monde s'en est aperçu, mais à gauche, vous avez un encart où je vous ai mis systématiquement les documents de référence qui correspondent à ce que au discours que je vous tiens, et également des éléments si vous souhaitez un peu creuser le sujet.
Donc, de toute façon, vous aurez, on vous partagera le document à la fin de la présentation. Donc, vous pourrez aller ensuite sur ces liens si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Alors, je vous ai mis quelques exemples là, de titres de séjour. C'est assez intéressant parce que vous allez voir qu'en fonction des pays, on n'a pas du tout la même manière de présenter les pièces d'identité. Ça a l'air bien parti. Typiquement, vous avez donc sur cette carte d'identité du Sénégal, vous avez prénom. Je ne sais pas pourquoi je parle de président. Vous avez prénom Elisabeth Marie. Il faut absolument demander à l'usager en fait quel est son premier prénom, parce qu'en règle générale, c'est Elisabeth, c'est-à-dire c'est le premier qui est mis, mais ça peut être aussi le second. Donc, pour le Sénégal, il faut vraiment interroger le patient. Pour la Roumanie, par exemple, pour chercher la date de naissance, vous allez devoir chercher dans le numéro CNP à gauche. La date de naissance est intégrée dans ce numéro-là. Et en plus, le nom de naissance, c'est celui des parents. Donc là aussi, vous allez devoir vous faire confirmer l'identité par le patient. Un autre petit exemple, c'est les Émirats arabes unis. Le problème qu'on a, c'est qu'ils n'ont pas de nom. C'est que des prénoms. Donc là, en fait, vous utilisez vous considérez que le premier prénom de la liste, c'est son premier prénom. Et le nom utilisé, c'est le dernier prénom. Ouais. Non, attention, ça c'est l'interprétation du RNIV. Et là, il y a la pièce d'identité. On a nom, Jamal, Alak, Halal, Mode. Donc, le nom de naissance, c'est Mode. Et la liste des prénoms, c'est Jamak, Alak, SH, Aïjaj. Et le premier prénom, c'est... Non, mais il va y avoir un petit peu de travail de formation de vos secrétaires médicales à la lecture de ces pièces d'identité. Et ce n'est pas simple. Pour les Chinois, pour les Chinois, c'est assez simple, en fait. ah bon? Ouais. C'est pour ça que je ne l'ai pas mise. C'est pour ça que je ne l'ai pas mise en exemple. Alors, vous avez la FIP 01, donc qui est une fiche d'information qui regroupe toutes les pièces d'identité connues à ce jour, ou en tout cas exploitables à ce jour, et donc avec tous les commentaires pour pouvoir les lire. Après, on a un sujet sur la date de naissance. Donc là, c'est une instruction qui date de 2004 et qui vous permet de gérer, en tout cas, d'enregistrer une date de naissance lorsque la date de naissance est inconnue. Donc, premier cas, elle est complètement inconnue. Et là, vous allez enregistrer 31-12 et une année estimée. Ça, donc, après discussion avec le patient, vous allez... là, c'est compliqué. Donc, vous avez le jour et le mois qui est inconnu. On enregistre 31-12 plus l'année. Quand vous avez le jour qui est inconnu, on enregistre 01, le mois et l'année. Quand le mois est inconnu, c'est jour, 01, année. Et quand l'année est inconnue, c'est jour, mois, année estimée. Et en cas de date lunaire, pour ajouter 31-12, année. Alors, il est possible que quand vous contrôlez des pièces d'identité, il y ait une discordance entre ces différentes pièces d'identité. Donc, la priorisation, comment est-ce qu'on la fait? La première chose, c'est qu'on demande l'avis du patient. C'est quand même lui le premier concerné et qui est capable de vous donner son nom et son prénom. Même s'il a picolé.
La deuxième chose, c'est que la pièce d'identité qui a la force probante la plus importante, c'est le passeport. Donc, on privilégie le passeport. Et on privilégie également les données de la pièce la plus récente. C'est comme quand tu prends des billets d'avion pour contrôler de l'essence. Dans le fois qui a défini la date de naissance et tout, sa identité, s'il va ailleurs, c'est celle que tu as définie qui a été transmise qui est là. On Oui, ne peut plus changer. il ne peut plus changer. Je veux dire, non. Au débit, parce que sinon, je vais finir. Non. Ah, bah, c'est pas mal. Ça. Vous pouvez avoir aussi sur les pièces d'identité des identités inconnues. Et donc, vous allez avoir sur certaines pièces d'identité, sur certaines zones, vous allez avoir triple X ou SNP ou INC. Donc, au niveau de votre système de gestion de laboratoire, vous allez devoir saisir exactement la donnée qui est mentionnée sur la pièce d'identité. C'est marginal comme ça. Oh oui, c'est très marginal, heureusement. Le problème, c'est que toutes les structures qui gèrent beaucoup de patients immigrés ou étrangers, ils vont se retrouver confrontés à ce type de problématique. Autre sujet, vous pouvez dans certains cas ne pas pouvoir récupérer une identité. Le cas classique, c'est le patient inconscient. Vous avez aussi les bilans qui sont faits pour les patients qui sont en maison d'arrêt, en cas de don ou directement, ou en tout cas ou en cas de demande d'anonymisation. C'est tout ce qui est accouchement sous X ou quelqu'un qui a pignon sur rue et qui souhaite venir au laboratoire de manière totalement anonyme. Donc là, vous allez devoir revoir votre procédure d'anonymisation et faire en sorte que, si c'est possible, rétablir l'identité dès que possible. Donc là aussi, vous avez des fiches pratiques qui sont fournies par le réseau d'identité-vigilance, c'est le 3 RIB. Et donc, vous avez deux fiches qui peuvent vous aider à rédiger vos procédures d'anonymisation. C'est la FIB 03 qui est gestion de la confidentialité et de l'anonymat et la FIB 04 qui est la recommandation de bonne pratique pour la gestion des identités lors d'un accouchement en secret. Mais Manon, ça dure 3 heures ma formation. Non, non, ça ne va pas durer 3 heures, mais… Officiellement. Officiellement, ça va durer 3 heures. 1h30. Autre cas de discordance, c'est une discordance entre l'appel au téléservice INSI et la pièce identifiée. Dans ce cas-là, la qualification n'est autorisée que dans les cas suivants. Soit on a un problème manifeste d'erreur sur l'orthographe du premier prénom. C'est le cas, par exemple, un Valentin A, et on a Valentin, je vous ai mis d'autres exemples. Soit il y a une discordance sur le lieu de naissance, mais le code INSEE est concordant. Soit il y a une discordance sur l'orthographe ou l'ordre des autres prénoms. Soit il y a une discordance sur la présence des tirets ou des apostrophes. Ça, j'y reviendrai. Dans la gestion des identités, on a rajouté, on a remis les tirets et les apostrophes, contrairement à ce qu'indiquait la circulaire de 2007 sur la gestion des identités. Là, je vous ai mis 2 diapos sur le téléservice et NSI. Donc, on a 2 modes d'appel de ce téléservice, soit par la carte d'identité, par la carte vitale de l'assuré. Je vous rassure, hein, c'est simplement un moyen d'appeler le téléservice. On ne récupère aucune information sur la carte vitale. C'est vraiment juste la clé pour appeler le téléservice INSI. Et vous avez un autre moyen
également d'appel téléservice INSI, c'est avec les traits d'identité. Et donc, pour pouvoir avoir un retour du téléservice INSI, vous devez au minimum avoir le nom de naissance, un des prénoms, le sexe et la date de naissance. L'objectif de l'appel au téléservice INSI, il est double. Soit vous souhaitez qualifier une identité, c'est-à-dire que vous avez récupéré une identité, quelle qu'elle soit, vérifier la pièce d'identité. Et donc, pour qualifier une identité, vous devez avoir une vérification sur une pièce d'identité à haute force probante et un appel au téléservice INSI. Autre manière, autre modalité d'appel au téléservice INSI, c'est la vérification d'une identité. C'est-à-dire que vous avez récupéré une identité qualifiée par une autre structure, elle arrive chez vous et vous devez la qualifier. Si elle n'est pas qualifiée dans votre base de données, vous devez la qualifier. Pour ça, vous allez la vérifier en faisant appel au téléservice INSI. Un élément important, les données doivent être saisies en entrée en majuscule, sans signe diacritique, c'est-à-dire accent, tréma, cédille, et sans ligature. Par contre, contrairement à ce qui avait été indiqué sur la circulaire de 2007 concernant les données administratives, on réintroduit les tirets et les apostrophes. Donc, même si vous n'avez pas de version Ségur compatible, je vous invite dès à présent à revoir vos identités si les patients ont des tirets et des apostrophes dans leur trait d'identité. Vous avez, pour le coup, là aussi, des documents qui sont intéressants à consulter par rapport à ce contrôle d'identité. Le guide d'intégration du téléservice INSI, il est un peu indigeste, mais par contre, un élément qui est important, c'est la file 12, qui est la gestion de l'identité numérique des usagers prélevés hors d'un laboratoire. On y reviendra. Alors, l'appel au téléservice INSI et le contrôle d'identité va complètement modifier vos procédures d'accueil. Donc, il va falloir que vous revoyiez l'ensemble de votre corpus documentaire. Donc, on va avoir deux cas qui vont se présenter. Soit le patient est présent au laboratoire, il arrive au laboratoire, vous vérifiez sa pièce d'identité si ça n'a pas déjà été fait. Vous appelez le dossier du patient par sa date de naissance, et j'insiste, c'est vraiment la date de naissance qui est importante. Et c'est le seul mode d'appel qui est préconisé par le référentiel national d'identité-vigilance. Si l'identité n'a pas été qualifiée, vous allez interroger le téléservice INSI. Donc, quand vous aurez une version Ségur compatible, les choses se feront de manière automatique et en théorie en back-office. Alors là, j'attends des retours des premières personnes qui ont testé quelques versions Ségur compatibles. J'en saurai un peu plus si ça ralentit ou pas l'enregistrement des patients. Sur les premiers tests, ça les ralentissait. Je sais que le test était fait sur des versions de Dédalus. Je sais qu'ils ont retravaillé sur cette interrogation de téléservice INSI. Donc, après, vous avez trois cas. Vous avez interrogé le téléservice INSI, vous avez une pièce d'identité valide. Donc, dans ce cas-là, l'identité est validée et qualifiée. Vous avez pour une identité qui a été récupérée, vous avez un retour OK du téléservice INSI. Donc, le couple identité récupérée plus appel au téléservice INSI fait que vous avez une identité qualifiée. Donc, cette identité qualifiée va vous permettre d'intégrer des données de santé et d'utiliser cette INS pour la diffusion et l'échange des données de santé. Ce qui est important à savoir, c'est que
pour alimenter le DMP, vous ne pourrez l'alimenter à compter du 1er janvier 2023 que si vous avez une identité qualifiée. Sinon, le DMP ne pourra pas être alimenté. Par contre, quel que soit le statut d'identité, vous pourrez toujours communiquer les comptes rendus aux professionnels de santé. Ça ne pose pas de problème. Autre cas, vous n'avez pas de pièce d'identité valide, vous n'avez pas de retour du téléservice, vous avez un nouveau-né sans matricule. Parce qu'en règle générale, il faut compter 8 jours à peu près pour l'inscription au répertoire INSEE. Donc, vous avez une petite période où les nouveau-nés n'ont pas de NIR. En cas aussi d'identité confidentielle, d'identité fictive ou d'identité douteuse, vous allez avoir un statut de l'identité qui est au statut provisoire. Et donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas diffuser l'INS aux autres professionnels de santé. Par contre, vous allez diffuser, bien sûr, les traits d'identité locaux qui sont dans votre système de gestion de laboratoire. Autre cas, vous avez une identité qui est transmise par le préleveur. Donc là, vous avez deux cas. Soit vous avez le prescripteur, et on espère que ce sera le cas le plus fréquent, qui, en présence du patient, a qualifié l'identité. Et donc, à partir du moment où le prescripteur a qualifié l'identité, normalement, il a une obligation d'inscrire sur la prescription les traits d'identité qui ont été récupérés du téléservice INSI. Donc, vous allez avoir deux choses, les traits d'identité en clair, c'est le petit encart en haut à gauche, là. Vous allez avoir les traits d'identité en clair et un data matrix que vous pourrez lire, qui vous permettra de récupérer automatiquement les traits d'identité qui ont été qualifiés par le prescripteur. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir donc une transmission de l'identité en l'absence de data matrix sur la prescription. Alors, on va se retrouver dans deux cas. Soit vous avez passé un contrat de confiance avec le préleveur, donc le préleveur qui peut être un infirmier libéral ou un établissement, soit vous n'avez pas passé de contrat de confiance. Si vous avez passé un contrat de confiance et que le préleveur s'est engagé à respecter les règles d'identité-vigilance que vous lui avez transmises, votre identité aura le statut d'identité récupérée. Et là, vous pourrez interroger le téléservice INSI et le couple interrogation téléservice INSI plus identité récupérée fait que votre identité pourra être qualifiée et donc utilisée pour la transmission des données de santé. Si vous n'avez pas de contrat de confiance, le statut de l'identité transmise par le sera toujours au statut provisoire. Et donc, vous ne pourrez pas l'utiliser pour l'échange et le partage des données de santé. Vous avez prévu fin en définitive? Oui, du coup. Oui, c'est bien. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Heureusement qu'ils ont fait des études. Ouais. Merci. Alors, ça a l'air anodin comme ça, mais ça veut dire que vous allez devoir revoir l'ensemble des conventions que vous avez avec vos infirmiers et vos établissements. Ce qui va être un boulot assez monstrueux. Tu vas les décourager. Donc là aussi, je vous invite à démarrer rapidement ces actions-là. On a travaillé au sein du bureau du SDB à une convention type, convention type qu'on va vous diffuser, qu'on pourra vous diffuser en même temps que le diaporama. Renaud, on fait une news là-dessus. Et on fera une newsletter là-dessus. Tu reprends le diaporama et la convention. Parce que là, vous allez avoir un peu de travail. Et c'est vraiment indispensable, parce que là encore, je rappelle, l'élément important, vous ne pouvez pas alimenter un DMP, vous ne pourrez pas alimenter un DMP, vous ne pourrez pas utiliser la messagerie
sécurité de santé citoyenne si vous n'avez pas qualifié une identité. Rajoute citoyen. Oui, oui, parce que c'est le patient. Pour en plaire à Ségolène. Alors, pour la mise en œuvre de cette INS, vous allez devoir mettre en place un certain nombre de mesures de sécurité qui sont déjà peut-être mises en place. Hein. Alors, comme c'est un nouveau traitement, vous allez devoir faire une analyse d'impact. On y reviendra. Je vous ai mis dans le diaporama un exemple d'analyse d'impact qui a été réalisé au sein de l'ONU. Vous allez devoir... Vous allez devoir... Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Merci. C'est toujours ça. Est-ce que la personne... J'ai du Larsen, je ne peux pas continuer la formation. Ah, c'est bon, merci. Donc, je disais, vous allez devoir faire une analyse d'impact. Alors, l'avantage de ce nouveau traitement qui est la gestion de l'identité nationale de santé, je pense que c'est un bon moyen pour vous mettre en conformité avec le RGPD. Vous allez voir un peu plus loin. Ça va vous obliger à revoir un certain nombre de procédures et donc vous permettre de compléter votre registre de traitement notamment et de compléter les documents qui sont obligatoires pour être conforme au RGPD. Donc, l'analyse d'impact, soit c'est toi là. Il y a des questions sur le chat, je te les lirai après. Oui, on peut même, si ça correspond à ce que je suis en train de dire. Sur les éléments d'identité. Oui. Peut-être avant. Il faut que tu fasses une pause avant. Oui, mais alors, OK, s'il y a des questions, pas de souci. Sur le chat, Ouais. Alors, je remets, du coup, je mets mon micro. Oui. Si, mais puis moi, je coupe. Vas-y, mets-le, on va voir. Oui, donc, non. Dans la même salle, c'est impossible. On va relayer les questions sur le chat. Il y a une question sur le fait que, par exemple, en Israël, le nom sur la pièce d'identité est le nom marital pour les femmes. Donc, comment on gère ça? Je pose toutes les questions en même temps. Le lieu de naissance est-il obligatoire? Dédalus ne permet pas, là, ça s'hésite pour l'instant. Les personnes utilisant le portable sont priées de couper, mais ça arrive. Et est-ce que le permis nouveau format fait office de pièce d'identité aussi? Alors, dans l'ordre, pour la pièce d'identité d'Israël, je vous invite à vous reporter à la FIP 01, qui est gestion des pièces d'identité des personnes étrangères. Je ne sais pas, mais je sais que dans cette fiche d'instruction, on a les éléments concernant les pièces d'identité d'Israël. Le permis de conduire n'est pas une pièce d'identité en force probante. Et la troisième, c'était… Le lieu de naissance obligatoire. Le lieu de naissance, c'est facultatif. Merci, monsieur. De rien. Donc, pour la mise en œuvre de l'INS, vous avez 5 mesures de sécurité qui sont importantes. Donc, j'ai déjà dit, c'est l'analyse d'impact, j'y reviendrai. L'information du patient, donc vous allez vous allez devoir revoir toutes vos fiches d'information RGPD en précisant que vous allez utiliser un nouveau traitement qui est l'appel au téléservice INSI. Cette information du patient, elle doit être faite au sein du laboratoire, mais je vous rappelle que vous devez donner aussi des éléments au préleveur externe. Par principe, un préleveur externe, c'est un sous-traitant du laboratoire, et en sa qualité de sous-traitant, c'est lui qui doit faire l'information du patient. Donc là, il va falloir que vous réfléchissiez à des modalités simples d'information du patient réalisées par vos préleveurs externes. Vous allez devoir mettre en place un process d'authentification conforme à la PGSSIS, et donc c'est conforme au référentiel d'authentification.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que vous êtes nombreux. On mettra un lien dans le Oui. De toute façon, je vous l'ai mis, hein, c'est l'APG SSIS. Et donc, vous avez le référentiel d'authentification qui est dans l'APG SSIS. C'est une double authentification. C'est une authentification forte. Alors, ceux qui vont utiliser des logiciels Ségur compatibles auront la possibilité de se connecter au logiciel via ProSanté Connect. Donc, ça répondra à cette problématique. Et ceux qui n'auront pas de logiciels qui sont Ségur compatibles, vous allez devoir revoir vos procédures pour vous authentifier au niveau du système de gestion de laboratoire. Autre élément important, vous allez devoir mettre en place un outil de détection d'intrusion. C'est un élément qui fait partie du référentiel national d'identité vigilance, c'est une obligation. Et les outils de détection d'intrusion, ce n'est pas un antivirus. C'est vraiment des sondes qui surveillent en permanence votre réseau et vos PC pour savoir s'il y a une éventuelle connexion extérieure. Et ces outils de détection d'intrusion, vous allez devoir les mettre sur l'ensemble de vos stations de travail, qu'elles soient reliées à un automate ou pas. Et vous avez, vous avez plein de petits outils maintenant qui sont mis à disposition, qui sont super légers, qui peuvent être mis sur n'importe quelle station de travail, qu'elle soit reliée ou non à un automate, et qui vous permettent de surveiller en temps réel l'activité sur ces matériels. Et autre élément important, vous allez devoir mettre en place un audit de sécurité informatique de manière annuelle. Alors, on ne vous demande pas d'auditer l'ensemble de votre système d'information, mais vous allez devoir programmer des audits annuels de différents éléments de l'information. Typiquement, vous dites année 1, je vais auditer tout ce qui est sauvegarde, année 2, je vais auditer l'authentification, etc. Mais par contre, vous devez avoir un planning d'audit de votre système d'information. Ces éléments, l'authentification des acteurs, l'information, ces 5 éléments font également partie de la conformité au RGPD. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Profitez de la mise en place de cet identifiant national de santé pour vous mettre en conformité aussi avec le RGPD. Alors, c'est petit, ne vous inquiétez pas, c'était juste pour exemple. Je vous ai mis ici une analyse d'impact que j'ai réalisée pour mon groupe. Et je me suis appuyé sur l'outil qui est distribué par la CNIL. Alors, il a ses défauts. Par contre, il a un énorme avantage, c'est qu'il vous permet de balayer l'ensemble des sujets. Donc, premier élément, c'est quel est le traitement qui fait l'objet de l'étude, quelles sont les responsabilités liées à ce traitement, quels sont les référentiels applicables, quelles sont les données traitées et quel est le cycle de vie de ces données. Ça, c'est une partie contexte général. Après, vous avez une partie principes fondamentaux du RGPD. Les finalités du traitement sont-elles déterminées, explicites et légitimes? Bon, là, l'avantage, c'est que c'est un texte légal, donc c'est assez simple pour nous. Quels sont les fondements qui rendent le traitement licite? Est-ce qu'on applique le principe de minimisation? Quelles sont les personnes qui sont... quelles sont les modalités d'information des personnes? Comment le consentement est recueilli si c'est applicable. Là, dans le cas de l'appel au téléservice INSI, on n'a pas de consentement
à recueillir. On a une simple information et de toute façon, les patients ne peuvent pas s'y opposer. Donc, au moins, ça règle pas mal de problèmes. Comment les personnes peuvent exercer leur droit d'accès et leur droit à la portabilité. Je vous rappelle que le droit d'accès, que toute personne a le droit d'accéder à l'ensemble des données que vous détenez sur lui au niveau des laboratoires. Et je vous rappelle que ce droit d'accès concerne bien sûr le système de gestion de laboratoire, mais tous les autres logiciels où il y a potentiellement des données de santé, c'est-à-dire les middleware et les automates. Donc, faites bien attention quand vous avez des demandes de droit d'accès à bien lister l'ensemble des logiciels qui possèdent des données personnelles. On en a de plus en plus. En tout cas, moi, au sein du groupe où je suis, on a des demandes de droit d'accès à peu près tous les jours. Et des demandes d'opposition, même si la personne ne peut pas demander, pas l'opposition, des demandes d'effacement, on en a aussi au moins 1 à 2 par semaine. Le droit à la portabilité nous concerne très très peu, parce que en fait, ce droit à la portabilité, c'est vous devez donner au patient les informations que vous avez collectées sur lui, les informations qu'il vous a transmises, c'est-à-dire c'est que les données administratives, d'une manière structurée et qui sont exploitables par un autre SGM. Donc, ça nous concerne très très peu. Toujours dans les principes fondamentaux, comment les personnes peuvent-ils exercer leur droit de rectification et leur droit à l'effacement, ça j'en ai déjà parlé. Comment les personnes peuvent exercer leur droit à la limitation et leur droit à l'opposition. Et est-ce que les obligations des sous-traitants sont clairement définies et contractualisées? Alors, 2 éléments, le droit à l'effacement. Lui, je vous rappelle que ce n'est pas possible. Vous avez une obligation de conserver les données 10 ans à compter de la consolidation du dommage. Donc, comme vous êtes incapable de savoir quand est-ce qu'a été consolidé le dommage, on retombe sous le coup de la loi Kouchner, c'est-à-dire vous devez conserver les comptes rendus pendant 20 ans. J'insiste sur ce 20 ans, ce n'est pas 10 ans. Et donc, le seul moyen que vous avez de gérer le droit à l'oubli ou le droit à l'effacement, c'est d'archiver les données du patient concerné. Et je vous rappelle que cet archivage, il est au minimum de 15 ans, parce que les recommandations de la CNIL, c'est au maximum 5 ans, la conservation des données, 5 ans en base active. Sur la partie des obligations des sous-traitants, là aussi, ça rejoint le discours que je vous ai tenu tout à l'heure, c'est-à-dire que vos préleveurs externes, vous allez devoir leur donner tous les outils nécessaires pour pouvoir informer correctement le patient. Et vous allez devoir également les informer des procédures d'identité-vigilance que vous avez mis en place au sein du laboratoire afin qu'ils les appliquent au moment des prélèvements réalisés à domicile ou dans un établissement. Bon, le cloisonnement, ça nous concerne très peu. Le contrôle des accès logiques, c'est toutes les matrices d'habilitation que vous allez devoir mettre en œuvre pour déterminer qui a droit d'accéder à l'INS. La journalisation, ça concerne tous les logs. La recommandation, non, ce n'est pas la recommandation, si, c'est la recommandation de la CNIL qui fait force de loi, c'est les logs. Vous devez les conserver au maximum 6 mois. Et vous devez mettre en place un système d'exploitation de ces logs. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une revue des logs pour détecter un accès, par exemple, un accès illégitime. Alors,
toutes ces recommandations-là sont des recommandations en fait, qui sont générales au RGPD. Ça ne concerne pas que l'identité nationale de santé. C'est pour ça que je vous dis, profitez de cette analyse d'impact et de la mise en œuvre de l'INS pour mettre en place tous les outils qui vous permettent d'être conforme au RGPD. La minimisation des données, là aussi, vous allez devoir réfléchir si cette identité nationale de santé doit être transmise et diffusée à l'intérieur de votre système d'information. On vous rappelle que l'INS ne sert qu'à l'échange et au partage de données de santé. Vous n'avez pas besoin de le transmettre à un automate, par exemple. Ça va à l'encontre du principe de minimisation. La lutte contre les logiciels malveillants, donc ça, c'est les logiciels de détection d'intrusion et les logiciels antivirus. Bien sûr, avoir mis en place une procédure de sauvegarde. Alors ça, tout le monde au sein des laboratoires sait sauvegarder ces données. Je vous invite à réfléchir aussi à la restauration de ces données. Parce qu'on se rend compte assez souvent que dans les infrastructures qui sont présentes dans les laboratoires, redémarrer à partir d'une sauvegarde sur un système de gestion de laboratoire, ça compte en plusieurs jours, voire plusieurs semaines, compte tenu des volumes que vous gérez. Donc là, il y a une vraie réflexion à mener. Bien sûr, la sécurisation des canaux informatiques, la gestion du personnel avec la gestion des habilitations et la formation, la gestion des incidents de sécurité et des violations de données, ça on y reviendra. Vos contrats de sous-traitance, donc c'est ce que je disais, ça c'est les contrats de sous-traitance avec les préleveurs et les établissements. La gestion des tiers accédant aux données, donc là également, c'est important si vous avez un INS qui est diffusé par exemple à un middleware, il est important que dans votre contrat avec l'éditeur du middleware, vous ayez mis des contraintes liées à cette identité nationale de santé. Une fois que vous avez fait cette analyse d'impact, vous allez avoir un magnifique schéma. Alors ça, c'est le logiciel de la CNIL qui fournit ce schéma qui vous regroupe l'ensemble des risques et qui permet d'évaluer la gravité du risque. Et donc, en phase de la gravité et de la vraisemblance, vous allez devoir mettre en place un plan d'action. Pas de questions ? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie analyse d'impact ? Pouvez-vous nous communiquer quelques noms de logiciels permettant la surveillance des postes? Alors moi, j'en connais un que j'utilise depuis 10 ans, c'est Sentinel One. Alors vous avez d'autres éditeurs qui proposent aussi des outils de surveillance dynamique du réseau et des postes. Mais moi, pour l'instant, c'est celui que je préfère, qui a été développé par une société américaine et il a été déployé en France il y a quelques années. J'étais le bêta-testeur et vraiment, il est super. Il vous permet des tableaux de bord qui permettent de mettre en place des alertes dès qu'il y a un comportement anormal au niveau des postes. Et une autre question toujours sur les femmes mariées qui veulent utiliser, soit garder leur nom de femmes mariées, soit non plus utiliser autre nom. Alors là-dessus, la réglementation est très claire. L'identification des personnes, qu'elles soient mariées, pas mariées, c'est le nom de famille, nom de naissance. Point. Après, elles ont un nom d'usage, très bien, qu'on peut, si le système le permet, qu'on enregistre dans le système, et on peut les appeler par leur nom d'usage, mais la communication des données de santé se fera en s'appuyant sur le nom de naissance. Et il nous est signalé qu'il n'y a pas Israël dans le FIP 01. Il n'y a pas Israël dans le FIP 01 ? Eh bien alors, je vais le remonter aux Trois-Rives. Alors là, c'est ingérable ça.
Les membres du bureau ne sont pas contents. Une dernière question pour l'instant. L'outil PIA de la CNIL est-il suffisant et exhaustif pour faire un PIA en laboratoire? Oui. Je dois dire, parce que je- Oui, pardon. Oui, l'outil PIA de la CNIL, il est suffisant pour faire vos études d'impact. C'est juste qu'il n'est pas parfaitement adapté, mais par contre, il vous permettra d'être exhaustif. Faire une formation sur l'outil. Après, l'autre avantage, c'est qu'il permet de faire, une fois que vous avez fait votre étude d'impact, vous pouvez l'exporter sous un format JSON. Et ces formats JSON sont importables après dans n'importe quel logiciel de conformité du RGPD. Donc, si vous n'avez pas encore de logiciel de conformité, je vous invite à utiliser l'outil de la CNIL. Et puis, si un jour vous décidez de vous équiper, vous pourrez importer toutes vos études d'impact. Donc, c'est l'avantage au moins de cet outil-là. Alors, on a travaillé avec le réseau national d'identité-vigilance de la Nouvelle-Aquitaine sur un questionnaire pour la mise en œuvre de l'identité nationale de santé. Donc, je vous ai mis le lien dans le diaporama. Questionnaire qui a été mis en ligne sur le site de l'ANF et qui va vous aider à déterminer votre niveau de maturité par rapport à la mise en œuvre de l'INS et surtout, derrière, qui va vous proposer un plan d'action de manière automatique. Donc, on l'a construit, c'est un fichier Excel qu'on a construit de manière simple. Vous avez en première colonne comment le gros chapitre. Donc là, vous avez un chapitre organisation de l'identité-vigilance. Les questions, la réponse que vous allez faire à cette question et les références à consulter, en tout cas les exigences qui se rapportent à cette question. Donc, vous avez tout un chapitre organisationnel, vous avez un chapitre système d'information. Je vous ai mis les captures d'écran du fichier Excel, mais vraiment, je vous invite à l'utiliser, à le télécharger, parce que derrière, ça va vous permettre de mettre en place un plan d'action et l'avantage de ce fichier, c'est qu'il est dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez, dès que vous modifiez une réponse, vous allez avoir une modification automatique du plan d'action. Et puis, vous avez aussi, en plus du plan d'action, vous avez tout un fichier qui vous permet d'avoir toutes les références bibliographiques concernant l'INS. Donc, vous avez un chapitre système d'information qui va reprendre un certain nombre d'éléments qu'on a déjà évoqués. Est-ce que vous avez des logiciels de détection d'intrusion? Est-ce que vous avez mis en place un audit? Est-ce que vous avez mis en place des habilitations? Est-ce que... C'est automatique. C'est automatique. C'est automatique, oui, oui. D'accord. Oui, on a bien travaillé, je vous assure. Quel travail. Vous avez un chapitre qui va concerner la gestion de l'identité numérique. Comment vous avez mis en place cette gestion d'identité numérique dans votre corpus documentaire et comment vous avez modifié les habilitations du personnel qui va gérer cette identité numérique. Vous avez après tout un chapitre gestion des risques. On y reviendra tout à l'heure sur cette partie gestion des risques. C'est vraiment important. Et ça va vous permettre aussi de vous poser les bonnes questions pour savoir si vous avez mis en place tous les outils nécessaires et suffisants pour gérer un incident gérer soit un incident ou une corruption de données personnelles.
Et bien sûr, la partie indicateur qui sera indispensable si vous voulez piloter correctement votre cellule d'identité-vigilance. J'y reviendrai. Normalement, c'est la slide d'après. Voilà. Donc, vous allez devoir mettre en place au sein de vos structures une cellule d'identité-vigilance. Cette cellule d'identité-vigilance, elle doit être composée d'un représentant de la direction, d'un représentant de la cellule qualité, du référent d'identité-vigilance du laboratoire ou éventuellement ses relais locaux, ça dépend comment vous êtes organisé. Il faut également un représentant de la DSI et indispensable, vous devez associer à cette cellule d'identité-vigilance votre délégué à la protection des données personnelles ou son représentant. Cette cellule d'identité-vigilance, elle va avoir un rôle important, c'est-à-dire elle va devoir valider tous les documents relatifs à l'identité-vigilance. Elle va devoir coordonner toutes les actions de sensibilisation, de formation de votre personnel. Elle va recueillir et analyser les événements indésirables en lien avec l'identité-vigilance. Elle va devoir surveiller tous les indicateurs qualité et elle va devoir, en cas d'incident, mettre en place les actions correctrices ou préventives suite à l'analyse des différents incidents. Cette cellule d'identité-vigilance, c'est un organe officiel. Ça veut dire que quand elle est nommée, elle doit être nommée par la direction du laboratoire. Donc, ça doit faire l'objet d'une nomination officielle Réunion d'associés, à la suite d'une réunion d'associés. Ça, c'est des éléments que vous pouvez déjà mettre en place. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un logiciel qui vous permet d'utiliser l'INS. Vous pouvez dès à présent créer cette cellule d'identité-vigilance qui va avoir un autre rôle que je vais détailler un peu plus loin, qui est la procédure d'auto-homologation, parce que vous allez devoir mettre en place une auto-homologation pour l'utilisation du téléservice INSI. J'ai un peu de teasing. Là, je voulais juste faire un petit focus sur la conservation de la pièce d'identité, qui est un élément qui est important et que beaucoup de laboratoires souhaitent conserver. Vous allez pouvoir conserver la pièce d'identité à une triple condition. C'est que le stockage, j'ai fait une petite faute, de la pièce d'identité est crypté en base de données, que vous avez une procédure qui va vous permettre de la supprimer au maximum 5 ans après la date de la dernière venue du patient, et que vous avez mis en place une matrice d'habilitation pour accéder à l'identité nationale de santé. Ça, la matrice d'habilitation, on sait tous faire. Maintenant, on est habitué à ce type d'organisation avec l'accréditation. Après, les deux autres éléments, ils sont tributaires de votre éditeur. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de logiciels qui sont capables de répondre aux deux premières conditions. Donc, le plus simple, c'est de ne pas stocker la pièce d'identité. Par contre, vous devez absolument garder la trace de la pièce d'identité qui a été conservée et qui a été vérifiée. Pardon. Excusez-moi. En stock. Non. On doit. Moi, le conseil, c'est de ne pas stocker la pièce d'identité. En plus, normalement, en vertu du principe de minimisation au niveau du RGPD, il n'y a pas d'intérêt de conserver la pièce d'identité, surtout si vous avez mis en place des procédures qui sont claires de vérification de l'identité. Par contre, ce qui est important de conserver, c'est sur quelle pièce d'identité vous avez vérifié l'identité. Ouais. Il faut le type de pièce et le numéro.
Non, non, on n'enregistre pas le numéro de la pièce d'identité, c'est vraiment le type de pièce. Est-ce que La c'est un vérifier sur la passeport? Est-ce que CNI, c'est une carte de séjour? Est-ce que c'est une carte nationale d'identité? On ne se pose pas la question. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Et pas faire de la surqualité. Alors, comme nous sommes un établissement de santé et que nous allons interroger le téléservice INSI à travers un certificat logiciel, le référentiel national d'identité-vigilance nous oblige à mettre en place ce qu'on appelle une procédure d'auto-homologation pour l'utilisation du téléservice INSI. Cette procédure d'auto-homologation, elle doit être réalisée au minimum 2 mois avant la mise en place du téléservice INSI. Donc là aussi, hein, je vous invite à réaliser cette procédure dès maintenant. C'est une procédure qui est complémentaire aux autres procédures de sécurité qui ont été citées dans le référentiel INS. Et vous pouvez demander à votre éditeur de vous accompagner dans cette procédure d'auto-homologation, en sachant que les éditeurs n'étaient pas au courant de cette procédure d'auto-homologation et qu'ils l'ont découvert très récemment. Excellent. Moi. C'est un mot. Alors, quelle est la démarche? Elle est simple, hein, vous allez devoir mettre en place un support documentaire, on y reviendra. Support documentaire qui va être réalisé par ce qu'on appelle la commission d'auto-homologation. Et cette commission d'auto-homologation, une fois qu'elle aura validé le support documentaire, vous aurez un procès-verbal de réunion de cette commission d'auto-homologation qui sera à mettre dans le registre de traitement. Alors, j'ai essayé de vous simplifier la vie. Tu assistes à une plaisanterie. Alors, sur la partie support documentaire, le support, c'est un support dit synthétique et intelligible qui sera revu par la direction du laboratoire. Le support peut être de n'importe quelle forme, hein, ça peut être un simple PowerPoint ou une fiche synthétique. Qu'est-ce que ce support doit contenir? Vous devez avoir un récapitulatif des différents logiciels qui feront appel au téléservice INSI ou les logiciels vers lesquels l'INS sera propagé. Donc là, c'est assez simple, hein. Vous allez propager l'INS vers le DMP, vers les logiciels de gestion de cabinet de vos prescripteurs et de vos correspondants de santé, et vers les établissements. Pour chacun des traitements impliquant l'appel au téléservice INSI, vous allez devoir mettre en place, devoir rappeler quelles sont les modalités d'identification électronique. Pour les laboratoires, c'est assez simple, ça va être un certificat serveur. Les modalités d'habilitation du personnel qui fait appel au téléservice INSI, et les modalités de conservation des traces et d'exploitation des traces. Vous allez devoir mettre les 3 principaux risques identifiés au niveau de l'appel du téléservice INSI. Hein. Donc, c'est les 3 principaux risques que je vous ai passés très rapidement tout à l'heure lorsque je vous ai montré l'analyse d'impact. Vous avez le risque d'effacement des données, le risque de corruption des données et le risque d'usage illégitime des données. C'est vraiment les 3 principaux risques. Vous allez devoir indiquer dans ce document les modalités de supervision mises en œuvre pour détecter les anomalies ou les accès indésirables de l'identité. Et vous allez devoir annexer la procédure à suivre
en cas de suspicion de violation de données. Alors, ce support documentaire, en fait, il va regrouper plusieurs éléments dont on a déjà discuté. Hein. Il va devoir regrouper votre analyse d'impact sur la protection des données, votre analyse d'impact et votre plan d'action pour la mise en place d'un nouveau traitement. Donc ça, c'est le fichier Excel avec le plan d'action. Et vous allez devoir annexer à ce document toutes vos procédures de gestion des habilitations et de gestion des incidents informatiques. Ce document, vous allez l'annexer à votre registre de traitement et il peut être exigible par la CNIL. Alors, la commission d'auto-homologation, on ne va pas s'embêter. Ça va être la cellule d'identito-vigilance. En tout cas, moi, ça me semble le plus simple. Hein. Mais sinon, vous pouvez aussi mettre en place une commission d'auto-homologation ad hoc. Hein. Et les membres de cette commission sont les mêmes que les membres de la cellule d'identito-vigilance. Le rôle de cette commission, alors. C'est un labo de 10 personnes. Ah ben si, vous êtes un labo de 10 personnes, il y a plusieurs casquettes. Oui. Tu es représentant de la direction, de la cellule qualité, de la DSI. Tu as toutes les questions. Voilà. Cette commission d'auto-homologation, elle va devoir passer en revue le support documentaire et le valider, bien sûr. Analyser les risques résiduels et le plan de réduction de risque qui a été mis en place suite à votre analyse d'impact. Et doit rédiger le procès-verbal formalisant son avis sur la décision d'homologation de la structure, éventuellement avec des réserves. Hein. Typiquement, vous n'avez peut-être pas encore mis en place un outil de détection d'intrusion. Et donc, vous pouvez dire « OK, nous validons l'utilisation du téléservice INSI sous la réserve que de la mise en place d'un logiciel de détection d'intrusion dès que possible. » Voilà. Pour faire ça. Donc, le dès que possible, ou après, c'est à vous de juger quand est-ce que le dès que possible doit être réalisé. Donc, c'est ce que je vous disais, voilà, le procès verbal, on indique qu'il est homologué pour un nombre de mois que vous déterminez, hein, c'est à vous de déterminer le temps. Je pense qu'un délai de 3 à 5 ans, ça me semble parfaitement raisonnable. Et avec les éventuelles réserves, par contre, si vous émettez des réserves, vous ne pouvez pas mettre un délai supérieur à 1 an. Quel sera l'organisme de contrôle? La CNIL. L'exemple de la CNIL. C'est la CNIL. La CNIL ou éventuellement nos ARS, hein, parce que c'est elles qui sont dans l'obligation de vérifier les exigences réglementaires. Alors, en sachant que tout ce qui concerne la transmission des comptes rendus de biologie médicale et l'identification des patients, ça va être aussi contrôlé par le COFRAC. Parce que ça rentre aussi dans le champ normatif. Ouais. Et l'utilisation de l'INS va être inscrite dans le SHREF 02. Alors, 2023-2024,
En tout cas, sur 2023, c'est certain, ce sera des axes d'amélioration. Ça sera écarté. Il paraît que tu es instable. Ah, pardon. C'est bon? Ouais, Mais quand on touche, Ouais, ça. Ouais. la connexion est instable. Oui. Sur 2023, c'est sûr, on sera simplement sur des axes d'amélioration. Et les écarts vont démarrer, je pense, à partir de 2024-2025. Ça, c'est une date que la DGS doit donner au COFRAC. Donc, normalement, cette date, elle va dépendre de la fin du Ségur vague 1. Donc, comme vraisemblablement, le Ségur vague 1 va être poussé à 2023, en tout cas, le déploiement des solutions, on n'aura pas d'écart avant fin 2023. Ce qui va poser problème si vous utilisez des versions qui ne sont pas Ségur compatibles. Donc, on en revient à l'échange qu'on a eu ce matin en conseil d'administration. À l'heure actuelle, les dépôts de référencement des éditeurs doivent être réalisés avant demain. Pour l'instant, on n'a que 2 éditeurs de SGL qui ont déposé, qui ont fait un dépôt qui est valide, c'est Dedalus et MIPS. Tous les autres éditeurs n'ont pas réalisé au jour de, en tout cas à l'heure où je vous parle, un dépôt qui a été validé par l'ANS. Donc, Claricis n'a pas réalisé son dépôt. eStone, a priori, j'ai vu passer un mail là, tout à l'heure. Il devrait déposer dans les temps. Ils peuvent demander des délais? Non, non, il n'y a pas de délai. Hein. Pas de délai. Non, non, il n'y a pas de délai. On a un certain nombre d'éditeurs qui, de toute façon, ont déjà clairement dit qu'ils ne déposeraient pas de dossier de référencement. Est-ce que tu peux expliquer aux biologistes pour leur SEL, s'ils ont un éditeur qui ne dépose pas, quelles sont les conséquences pour eux? Alors, si vous avez un éditeur qui ne dépose pas, il y a alors il y a deux cas. Soit il développe les outils, en tout cas, il développe l'utilisation de l'INS et l'alimentation automatique du DMP en format structuré et en PDF et la transmission par MSS. Vous n'avez aucun impact. L'éditeur, lui, n'aura pas eu d'argent pour développer sa solution, ce qui est dommage, hein, mais bon, ça après, c'est un choix stratégique. Et vous, en tant que laboratoire, vous serez conforme à la législation et vous pourrez bénéficier des financements à l'usage, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a des financements à l'usage. Donc, sur l'alimentation du DMP, vous aviez un financement d'amorçage qui a été prolongé et vous avez un autre financement qui est fonction du nombre de dossiers que vous faites. Il y a un financement à l'usage pour vous équiper d'un logiciel qui est capable d'alimenter le DMP. Et après, vous avez un autre financement qui peut vous être donné à partir du moment où vous avez alimenté plus de 100 dossiers par site. En sachant que le calcul ne se fait pas au site, hein, il se fait à l'échelle de la selle. Voilà. Donc, si votre éditeur développe les outils qui vont bien, aucun impact et vous pourrez même bénéficier des financements à l'usage. Par contre, si votre éditeur décide de ne pas développer les outils répondant aux exigences réglementaires, après, vous avez jusqu'au 15 juillet pour changer de logiciel. Vous n'avez pas jusqu'au 15 juillet pour changer de logiciel, mais faudra se poser la question assez vite de changer d'éditeur. Parce que vous ne pourrez pas, à compter du 1er janvier 2023, alimenter le DMP du patient. Et là, je pense que les patients ne comprendront pas que vous ne puissiez pas alimenter leur DMP. Vous ne pourrez pas transmettre le compte rendu
par messagerie sécurisée citoyenne, alors c'est la transmission vers les patients, qui vont bénéficier grâce à l'ENS d'une messagerie sécurisée. Donc là, en termes d'avantages concurrentiels, si vous voulez rester, en tout cas, pouvoir répondre aux besoins des patients, il faudra réfléchir à un changement de système de gestion de laboratoire. Et tout à l'heure, on a dit que la cotation CIDEP allait évoluer vers le forfait numérique. Voilà, ouais, en plus. Et ça, c'est un financement complémentaire ou ça s'intègre dans le financement à l'usage? Non, non, c'est un financement complémentaire. Le forfait numérique qui va être mis en place, on espère, en remplacement du forfait CIDEP, sera un forfait qui sera déterminé pour utiliser pour l'alimentation du DMP, l'utilisation des messageries sécurisées de santé, qu'elles soient citoyennes ou professionnelles, et je rajoute l'alimentation de l'entrepôt national de données biologiques, qui sera le remplacement de FIDEP. On fait une petite pause pour les questions. Alors, au sujet des prénoms, faut-il absolument utiliser le premier prénom, sachant que c'est le deuxième prénom qui est le prénom usuel? Quand quelqu'un a son deuxième prénom en prénom usuel, est-ce qu'il faut quand même utiliser le premier prénom? Alors, le premier prénom, il est indispensable pour... c'est l'élément obligatoire pour la diffusion et l'échange des partages de données de santé. Par contre, après, on aura un champ prénom usuel au niveau de notre système de gestion de laboratoire. Et pour l'interrogation du téléservice INSI, on a besoin d'un des prénoms, de la liste des prénoms. Est-ce que vous pouvez donner des références d'outils de détection d'intrusion? Ça, j'ai déjà dit. OK. Avez-vous une charte d'identito basée sur la charte régionale? Tu as déjà répondu? Alors, sur la charte d'identito-vigilance, l'Île-de-France renvoie à la nationale. Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait? il n'y a pas de charte d'identito-vigilance nationale. Il y a une charte d'identito-vigilance qui a été faite par la Nouvelle-Aquitaine et qui est considérée comme une charte d'identito-vigilance nationale. D'accord. À défaut de cryptage, peut-on mettre en filigrane pour la pièce d'identité, mettre en filigrane spécimen, plus scanner seulement en noir et blanc, plus seulement le recto? Non. Non, non et non. Non, non et non et non. Il y a, je veux dire, là, pour le coup, la CNIL est très claire, c'est stockage de la pièce d'identité cryptée. Est-ce à nous de former nos correspondants, EHPAD, cliniques, etc., ou bien ont-ils également des formations, des procédures diffusées nationales? Alors, l'ensemble des professionnels de santé et normalement, c'est le rôle des grades et des CPM de former l'ensemble de l'écosystème sur la mise en place de l'identité nationale de santé. Par contre, il va falloir informer nos préleveurs des procédures d'identito-vigilance que nous, on a mis en place. Trois autres questions. Pour Denalus, est-ce qu'on sait si tous leurs SGL sont déposés? Non, il n'y en a que deux, Exalis, Calicine. D'accord. Une fois que l'identité est qualifiée, est-ce que c'est définitif ou est-ce qu'il y aura besoin de le refaire? Alors, on doit requalifier l'identité sur une période qui est déterminée par le laboratoire. La période recommandée, c'est entre 3 et 5 ans. Après un certain temps. Donc, ça veut dire revérification de la pièce d'identité et réappel au téléservice INSI. Mais normalement, les logiciels qui sont compatibles INS ont mis en place cette fonctionnalité. Et est-ce qu'on est d'accord que le nom que tu as donné pour l'outil de détection d'intrusion, c'est Sentinel-One? Oui. OK. C'est tout. Parfait. Mais l'articulation avec la carte vitale, parce que souvent, en cas de... c'était le nom d'usage qui était souvent retenu. Qui est sur la carte vitale. Ouais. Mais la carte vitale, c'est simplement un moyen d'authentification pour appeler le téléservice INSI.
C'est tout. Et on Donc, elle ne récupère. servira plus. Ne sert pas, c'est pas une pièce d'identité. Ouais. Et on utilisera les traits d'identité qui sont récupérés du téléservice INSI. On n'utilise surtout pas les traits d'identité qui sont présents sur la carte vitale. Et des fausses cartes vitales. Donc, Oui, mais si sur le téléservice INSI, tu retrouves identifiant national, ça ne veut pas dire que la personne a des droits à l'assurance maladie. ah non, ça on s'en fout. Ça. Ah C'est oui. deux choses différentes. Hein. Ouais, il y a ADRI et le téléservice INSI. Oui. Et l'interrogation du DMP, là aussi, ça c'est un vrai sujet. Les différents téléservices qui sont mis en place par la CNAM, en fait, on aimerait bien qu'ils soient tous réunis en un. Et pour l'instant, on a X téléservices en fonction des différents usages, ce qui impose à nos éditeurs de développer des appels en back-office, de façon à ne pas bloquer l'enregistrement des dossiers. Et c'est ce qui a causé sur Exalis, pour ceux qui ont lu Exalis, la version 4.6, des fusions d'identités intempestives. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu changeais de dossier et que l'appel au téléservice INSI était encore actif, quand tu avais le retour de l'appel du téléservice INSI, l'identité se mettait sur le nouveau dossier où tu étais. Alors, oui. Ils ont rectifié. Hein. La surprise. Mais on a eu quelques déclarations à faire à la CNIL suite à ces incidents. Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que l'interrogation du téléservice INSI se fera une seule fois tous les 3-5 ans ou à chaque fois que le patient vient? Normalement, il se fait une fois en fonction de la période déterminée. En théorie. Et en cas de différence entre carte d'identité et carte vitale, lesquelles vous devez prendre? Carte d'identité. Oui. Ça a toujours été. Alors, attention, carte d'identité pour l'échange et le partage, donner de la carte vitale pour la facturation. C'est toujours le même problème. Ça rejoint peut-être la question d'après, qui est qu'en est-il de la transmission aux organismes de paiement sécu mutuel? Est-ce que la sécurisation de la transmission de données, notamment des rejets? Je ne comprends pas la question. L'identification, alors je l'ai mal dit. Sécurisation de la transmission de données, notamment des rejets. Est-ce que le numéro Qui est retenu, oui. Quel est le numéro qui identifie le patient auprès des organismes payeurs? Après, c'est le numéro d'assuré. C'est vital plutôt. Oui, donc ça, c'est la carte vitale. Ça ne change rien. Oui, mais il n'y aura pas un jour de rapprochement entre les deux numéros. Il n'y aura pas le même numéro au lieu de travailler sur deux numéros différents. Mais le problème, c'est qu'on ne travaille pas sur deux numéros. C'est-à-dire que maintenant, dans la nouvelle carte vitale, vous avez le numéro de l'assuré et vous avez aussi, normalement, les numéros de tous les ayants droit. Mais en termes de remboursement, ça ne change rien. Vous avez un assuré qui peut éventuellement assurer X personnes. Oui, Donc, c'est ça. Donc, on ne pourra jamais, pour l'instant, sauf à ce que la Sécu change complètement son mode de fonctionnement et qu'elle ait, une table qui dit, ben voilà, pour tel numéro, pour tel et tel assuré, le code de remboursement, le remboursement se fait sur tel numéro, mais ce n'est pas prévu pour l'instant. En tout cas, ils n'ont pas prévu de revoir leur stratégie de facturation. Alors, sur le procès verbal de la commission d'auto-homologation, donc on doit indiquer le nombre de mois pour lequel on considère que le service est homologué, avec les éventuelles réserves. Et ce que je vous disais, c'est que le document est conservé en interne par la structure et tenu à disposition des responsables du traitement relatif au téléservice INSI et à tout organisme officiel qui aurait à en connaître le contenu. Donc, c'est essentiellement la CNIL pour nous, l'ANSI, si vous êtes organisme d'importance vitale ou si vous êtes un organisme de service essentiel. Je vous rappelle qu'il y a pas mal de laboratoires qui, à un moment ou un autre, vont devenir organismes de service essentiel. À partir du moment où vous assurez vous êtes plateau technique pour des services d'urgence,
vous risquez de passer dans la catégorie service essentiel. Et ça, vous ne le savez pas parce que c'est le préfet qui décide en son âme et conscience qui est organisme de service essentiel. Et un jour, vous risquez de recevoir une petite lettre de Vinci en disant que vous a déclaré comme service essentiel et que vous devez répondre aux contraintes des organismes d'importance vitale. La seule différence entre un organisme d'importance vitale et un organisme de service essentiel, c'est les sondes de détection d'intrusion. Quand vous êtes organisme d'importance vitale, vous devez utiliser les sondes de détection d'intrusion McNeil qui coûtent un bras. Alors que quand vous êtes organisme de service essentiel, vous pouvez Et qui sont utiliser... financés par la préfecture. Oui. Donc voilà. Alors, autre élément important, c'est la gestion des incidents de sécurité liés à l'utilisation des services INSI, qui va rejoindre votre procédure de gestion des incidents de sécurité du système d'information ou de corruption de données personnelles. Donc, vous allez devoir mettre en place une procédure qui va expliquer comment vous détectez les événements, failles et comment les responsables sont signalés. Donc, dans cette procédure, il va falloir mettre en place, déterminer à qui et comment les utilisateurs signalent les événements indésirables. Quels sont les types d'outils qui sont mis en place pour la surveillance des systèmes d'information et qui en a la responsabilité. Après, vous allez devoir préciser le type d'événement et en fonction du type d'événement, quelle est la prise de décision immédiate et à long terme à mettre en œuvre. Donc là, je vous ai mis une liste d'événements indésirables qui peuvent arriver, qui n'est absolument pas exhaustive, hein, mais ça peut être un appel illégitime du téléservice INSI par personne, un comportement anormal, une personne d'inhabilité, un code informatique malveillant, une attaque en délit de service, une divulgation d'informations, un dysfonctionnement d'application, des mesures de sécurité qui sont inefficaces, une intrusion physique ou logique ou un vol de matériel. Dans cette procédure de gestion des incidents, vous allez aussi devoir indiquer quelle est la personne ou le service qui est responsable de la qualification de l'incident. Après, vous allez devoir indiquer quelle est la personne qui doit valider la qualification d'incident, qui doit définir le périmètre de l'incident. De toute façon, ça se fera obligatoirement en collaboration avec votre délégué à la protection des données personnelles. Quelle est la personne qui va prendre les mesures palliatives immédiates et quelle est la personne qui va enregistrer l'incident dans le registre de sécurité. Enfin, il va falloir catégoriser cet incident. Alors là, je vous ai mis à droite un exemple de catégorisation avec une échelle d'impact hein, qui va de 1 à 5. 1 à 2, 1, aucun impact. 2, on a potentiellement un impact sur les données personnelles. 2 et 3, on a potentiellement un impact sur les données personnelles. Et 4 à 5, c'est critique. Là, il y a des actions immédiates à mettre en place. Toujours dans votre procédure de gestion des incidents, vous allez devoir déterminer le plan d'action et d'information. Donc, s'il y a une utilisation, en tout cas, s'il y a un incident qui est lié à l'utilisation du téléservice INSI, vous avez une obligation d'informer l'éditeur de l'outil informatique pour que celui-ci le signale au GIE César Vital. Et puis, bien sûr, vous allez devoir mettre en place la documentation et
de cet incident et l'inscrire à votre registre de sécurité et notifier l'incident en fonction de la gravité du risque. Et donc là, je vous ai mis en dessous les notifications qui sont réalisées en fonction de l'impact de l'incident. Donc, dans tous les cas, vous devez documenter en interne l'incident. En cas de gravité évaluée à 2 ou à 3, vous devez faire une notification à la CNIL dans un délai maximum de 72 heures. Et en cas d'impact évalué entre 4 et 5, vous devez faire une notification à la CNIL et également informer les personnes concernées par la violation, sauf cas particulier. Donc ça, c'est déterminé en fonction des incidents. Je suis allé vite. Voilà, j'ai terminé